Bonjour à tous, même bon après-midi dans cette deuxième journée, deuxième journée des Utopiales. Toujours pour parler de sujets ô combien essentiels et vous rappeler toujours que la science-fiction, elle n'est pas là pour rigoler. Voilà, pas que pour rigoler en tout cas. Elle est là pour parler de changements, de transformations, d'enjeux sociaux, politiques, scientifiques. Et puis aussi parfois pour prononcer ce genre de titre-là. Vadé rétro. Voilà. Un vieux titre, vieille expression latine, vadé rétro. Alors vadé rétro quoi? Ben, on va voir ensemble. Mais en tout cas, on va essayer de bannir le plus loin possible les idées reçues, les faux semblants, la lâcheté, bref, tout ce qui peut condamner une société à ne plus être digne des valeurs qui l'ont forgée. Je suis très heureux d'être là pour modérer cette table ronde avec 4 intervenantes ô combien compétentes et qui, je suis sûr, vont nous apprendre énormément de choses sur un tas de sujets plus qu'essentiels et avec lesquels on ne fait que, depuis le début de ces utopiales, tourner et vraiment essayer de changer la société. Alors je commence par celle qui est juste à côté de moi, Suji Sokol, que je rencontre pour la première fois. Et je suis ravi de sa présence, qui est donc une autrice originaire de Brooklyn, qui est très engagée aussi dans le féminisme, et qui a écrit des romans, qui est une activiste également, qui a son site internet sur lequel je suis un peu allé voir, et qui a beaucoup d'activités autour des enjeux de société, des changements de société, et notamment elle publie, alors elle parle français et donc elle va pouvoir intervenir directement, pas besoin de traduction, et elle vient de publier Asylum, Cycling to Asylum, qui vient d'être traduit, Les lignes invisibles, en français, qui est à la librairie des Utopiales, hein, voilà. Donc ravi de la rencontrer pour la première fois. À côté d'elle, une historienne que j'ai déjà rencontrée, avec laquelle on a déjà, non pas ferraillé, mais échangé, Marie Bardiot-Vaillante, qui est scénariste, qui est docteur en histoire, qui est militante aussi pour l'abolition. L'abolition de quoi? De la peine de mort, mais c'est une abolitionniste convaincue de bien d'autres choses aussi. Et je suppose qu'elle va également nous en parler dans cette table ronde. Et je suis très content de sa présence parce que je pense que plus que jamais, les sciences sociales, les historiennes et les historiens ont plus que leur raison d'être ici. Aux Utopiales. Alors là, j'ai un bug dans mon écran, mais c'est pas grave, je vais utiliser. Voilà. À ses côtés, une habituée du festival, qui est déjà venue plusieurs fois, me semble-t-il, au moins l'année dernière, Morgane Ovglenko. Voilà. Bon, ça fait 2, mais pour moi, 2, à partir de 2, c'est plusieurs. Donc voilà, Morgane, qui est autrice, alors qu'il y a plusieurs cordes à son arc, et c'est le cas de le dire, corde, puisqu'elle est aussi harpiste. Donc c'est une artiste accomplie, et qui elle aussi publie énormément de textes et qui travaille aussi beaucoup dans le milieu de la science-fiction et de l'imaginaire. Voilà sa dernière publication, L'héritage du rail, et Ordalie en 2021. Est-ce qu'il y en a un qui est paru cette année? Oui, cette année, il y a eu Le Temps du Teuse qui appartient au même univers. Au même univers. Et il y a 2 nouvelles dans des anthologies. D'accord. Et une nouvelle dans l'anthologie des Utopiales, je crois. Il y a une nouvelle dans l'anthologie des Utopiales et une nouvelle dans Dilué, le recueil érotique queer de ActuSF. Ok, chez ActuSF aussi. Ouais, très bien, ActuSF qui est toujours au cœur de ce qu'il convient de faire. Et puis enfin, face à moi, là-bas, loin mais proche aussi, Stéphanie Nicot, qui est une personne très importante du milieu de l'imaginaire pour tout un tas de raisons. Éditrice très talentueuse et qui a été à l'origine de la découverte de nombreux nouveaux talents dans les milieux de l'imaginaire et de la science-fiction. Ex-directrice d'un grand festival incontournable et qu'elle a porté au plus haut, qui s'appelle Les Imaginales, et qui est la sœur, peut-être on pourrait dire, des Utopiales, même si voilà, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Et puis quelqu'un aussi qui est très engagé, Stéphanie, sur les enjeux de société, sur les transformations, sur tout ce qui fait aujourd'hui que notre société doit se confronter
eh bien, à ce fameux vadé rétro qu'on doit combattre et dont on va parler maintenant. Alors, avec tous ces talents autour de moi, j'ai prévu évidemment quelques questions. Alors peut-être qu'avant de commencer les questions, ce que je voudrais faire avant de commencer les questions, c'est vous proposer une lecture que je me permets avec l'accord de l'autrice ici présente. Le dernier roman, donc Les Lignes Invisibles, le dernier roman de Sooji Sokol, qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer. On a choisi ensemble un extrait qui vous dit déjà ce que cette table ronde a en tête derrière et ce qu'elle va pouvoir mettre derrière ce fameux vadé rétro. Qu'est-ce qui doit disparaître et qu'est-ce qui ne doit surtout pas revenir? Alors je me permets de le lire, c'est un extrait assez bref et j'espère que je vais le lire correctement. Je peux te poser une question, papa? Alors c'est un dialogue entre un père et sa fille. Je peux te poser une question, papa? Ce qui t'est arrivé, les mauvaises choses, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est inhabituel que des choses horribles comme celle-là arrivent dans le monde? Ce n'est pas si rare, non. Malheureusement, il y a beaucoup de mal dans le monde, des choses bien pires que ce qui m'est arrivé. Je savais que c'est ce que tu répondrais. Alors, pourquoi vous vous donnez tant de mal, maman et toi? Pourquoi travailler si fort pour la justice sociale et tout le reste? Pourquoi ne pas juste baisser les bras devant un monde où il y a autant de mal? Mais il y a beaucoup de bien dans le monde aussi, de la beauté, de l'amour et toutes sortes de choses merveilleuses. Mais est-ce qu'il y a plus de bien que de mal? Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Mais ça n'a pas d'importance. On ne peut pas laisser tomber le monde, ni renoncer à la vie. Il faut continuer d'essayer d'améliorer les choses, d'aimer au lieu de haïr, et de répandre cet amour autant que possible. Donc un extrait du dernier roman de Sooji Sokol. Alors peut-être c'est à Sooji, l'autrice, que je vais demander... Ce vadé rétro, cette mise à l'écart du mal, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut arriver tous ensemble et tout ensemble à changer la société pour que ces anciens maux, cet ancien mal ne reviennent pas? Mais je vais juste commencer avec les petites... juste pour dire que mes pronoms sont IL. Et autorise. Okay. Et My Cycling to Asylum a été écrit en 2014, a été publié en 2014. C'est la version française qui a été publiée récemment, Les Lignes Invisibles. Mais je crois que c'est même peut-être plus pertinent maintenant que quand c'était publié. Parce que les choses comme ça, les choses... réapparaît les choses de mal et c'est pour ça qu'il faut toujours se battre contre les choses injustes. On ne peut pas juste laisser tomber la bataille parce que ça continue. C'est quelque chose que on peut essayer d'éliminer certaines choses et peut-être un jour c'est possible, mais c'est pas comme ok, on a gagné, c'est tout. On peut juste continuer avec d'autres choses. Parfois les choses réapparaît plus tard et donc il faut, mais c'est bon d'avoir les gens qui sont des historiens et qui connaissent l'histoire pour répéter les choses qui arrivaient dans le passé pour pas répéter les mauvaises choses, mais c'est juste quelque chose qu'on a besoin de tout le temps de comme organiser, de travailler ensemble et de protéger nos droits et la justice. Merci beaucoup. Marie, l'appel à l'histoire est là dans les paroles de Sooji. Qu'est-ce que l'historienne, comment ne pas baisser les bras face à cette espèce d'impression que à chaque époque, on doit y revenir, on doit relancer le combat? Donc déjà bonjour et puis merci pour l'invitation et enchantée les personnes qui sont autour de moi. C'est très difficile. Moi, je dis souvent qu'en tant qu'historienne, mon travail, c'est de rappeler l'histoire pour réfléchir le présent. Ça n'a pas tellement de sens, sinon, à part, des blablas d'historiens, justement. Mais l'histoire, pour moi, a un sens de militantisme réel. Donc, je me définis comme historienne de la justice, parce que je travaille autour de ça. Et il faut répéter, donc il faut expliquer les mécanismes
je sais pas, d'arrivée du fascisme, par exemple, sachant que les sociétés fascistes ou fascisantes, reviennent d'abord sur les droits des femmes, des minorités de genre, des minorités sexuelles, sur les personnes vis-à-vis des personnes racisées aussi. Donc il faut répéter et être toujours vigilant parce qu'effectivement, rien n'est jamais acquis. On en parlera peut-être plus tard. Par exemple, juste un point sur l'IVG. Moi, je dis jamais que c'est acquis. C'est un conquis social, mais il ne sera jamais acquis. Hier, on parlait de la peine de mort, tous les deux. Donc moi, je milite depuis 25 ans pour l'abolition universelle. Je suis aussi anticarcérale, mais sur l'abolition de la peine de mort dans les institutions européennes et françaises actuelles, bien sûr que ça ne peut pas revenir dans ce cadre-là. Nous sommes d'accord là-dessus. Il faut néanmoins conserver une vigilance, parce que là encore, tous les deux, nous étions d'accord. Si demain, on sombre en dictature, la peine de mort... Bon, voilà. Ou si l'Union européenne explose. Donc oui, il faut garder une vigilance systématique et systémique sur ce qu'on a réussi à grignoter comme droit, et ne pas se dire c'est bon. Et des fois, je me rends compte avec l'histoire que sur une génération, la transmission se fait par la parole du vivant, en fait. Donc, au bout d'une génération, s'il n'y a plus personne pour raconter, on oublie et ça devient quelque chose d'un petit peu théorique et plus trop concret. On peut le voir aujourd'hui pour la Seconde Guerre mondiale, notamment. Il y a des remises en cause, etc., parce qu'il n'y a presque plus de parole. Les gens, décèdent au fur et à mesure, bien sûr. Donc, il faut toujours être vigilant. Et je reviens sur l'IVG. C'est vrai qu'on a été, ma génération à moi, je suis née dans les années 70, c'était considéré comme acquis, conquis, mais voilà. Et il faut effectivement vraiment se méfier, parce qu'on voit les attaques, et les attaques qui se passent ailleurs peuvent se passer ici, demain. Bien sûr. Du côté de l'autrice, en tant que créatrice de fiction, alors c'est presque, on enfonce presque une porte ouverte ici en disant que la fiction joue un rôle pour les acquis sociaux, joue un rôle de défense, elle permet de faire comprendre les choses. Mais toi, Morgane, en tant qu'autrice, en tant que créatrice, comment tu te positionnes par rapport à ce va-des-rétro? C'est-à-dire, quelle est pour toi l'efficacité de la fiction dans cette espèce de volonté de rejeter, d'empêcher le retour des ténèbres, du mal, de tout ce qui fait une société trop dure? En fait, pour moi, là où la fiction va avoir un outil que l'histoire avec un grand H n'a pas, c'est qu'elle a le droit de faire un pas de côté. Elle a le droit au « et si ». Et donc, à partir de là, elle ouvre des possibles qui n'appartiennent pas à notre monde, mais qui permettent justement d'explorer ce qui se passe si. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands thèmes du coup de ma saga de fantasy, puisqu'il y a un pays qui a choisi la collaboration entre les êtres et l'autre qui s'est orienté vers des dynamiques beaucoup plus difficiles, beaucoup plus en opposition, et voilà. Et donc, effectivement, il y a un pays qui utilise 100% des cerveaux de son peuple, parce qu'en fait, quand on parle de droits et d'acquis sociaux, il faut voir que chaque personne qu'on empêche d'atteindre son plein potentiel, c'est une personne qui ne participe pas à la grandeur de l'humanité, littéralement. En fait, pendant des siècles, le fait d'avoir, par exemple, l'exemple le plus évident, d'avoir exclu les femmes des sciences, en fait, c'est une catastrophe, même pour l'humanité dans son ensemble, puisque ça nous prive littéralement de la moitié des cerveaux de la planète, en fait. Alors là, je prends l'exemple des femmes parce que c'est le plus évident. Mais en fait, il est évident que ça fonctionne pour toutes les personnes qu'on prive d'atteindre en fait son plein potentiel, à cause de raisons qui, disons-le bien, sont quelque part entre le stupide et l'absurde. Parce que la couleur de peau d'une personne, son orientation sexuelle, son genre, tout ça ne compte pas dans son intelligence, en fait. Tout ça ne compte pas dans son intelligence. Et moi, je reste fascinée par la capacité de l'humanité à se faire des préjugés à la noix qui l'auto-handicapent elle-même, et ensuite arriver à des situations catastrophiques comme celle de notre monde aujourd'hui, et en fait à ne pas se rendre compte que c'est sa propre capacité à refuser l'humanité, littéralement, à une partie
de l'humanité. Ça, c'est pas trop bizarre comme formulation, qui en fait engendre ce genre de situation. Et donc du coup, voilà, l'avantage de la fiction, c'est qu'elle permet d'explorer le et si, et en particulier, dans mon cas, le et si on arrêtait les conneries, et si on considérait tout le monde à son plein potentiel, et qu'est-ce que ça donnerait. Et alors du coup, des fois on me dit mais c'est de l'utopie, et je suis là, peut-être, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer avant de dire que c'est une utopie en fait? Absolument. Et est-ce qu'on pourrait pas essayer de se dire que c'est pas simplement un ici et qu'au-delà de l'hypothèse, on pourrait essayer de le concrétiser. Stéphanie, toi en tant qu'éditrice et avec ton parcours et ta connaissance du milieu, encore une fois, de l'imaginaire, je dis bien l'imaginaire au sens le plus large du terme, pas que la science-fiction, comment on lutte au quotidien pour... je vais aller jusqu'au bout de la logique, pour promouvoir les textes qui portent ce combat et pas simplement de beaux textes. Comment on se positionne, quelles sont les difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on est dans cet engagement D'abord, quand on fait un travail, quel qu'il soit, je crois qu'il faut avant tout être une professionnelle. C'est-à-dire quelque part avoir des compétences, on essaie de les acquérir et entre autres par le temps qui passe, par la curiosité et par les rencontres surtout qu'on fait. C'est beaucoup les autres qui nous construisent et qui construisent nos qualités, nos défauts parfois aussi, mais voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, puisqu'on parlait là de littérature et de responsabilité, que ce soit comme autrice ou que ce soit comme directrice de collection, directrice artistique de festival, conseillère littéraire, peu importe les titres, il y a évidemment, avant tout, à être crédible professionnellement. Mais il faut savoir quelque chose. Si on n'est pas un homme blanc hétérosexuel qui ne se pose pas de questions, parce qu'on peut avoir de la malchance, on est un homme blanc hétérosexuel et finalement, on se pose des questions. Il y a des gens très bien partout. Il ne faut jamais discriminer et stigmatiser une communauté entière, même si beaucoup d'entre eux, etc. Non, mais quand même, on décréterait... la journée de défense des droits des femmes, on décréterait qu'à partir de 20h jusqu'au lendemain, 6h, il y a couvre-feu pour tous les hommes, et ceux qui ne le respectent pas, on peut les tirer à vue. À mon avis, le lendemain, on constate qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de viol, quasi pas. On devrait le faire une fois dans l'année. Ça nous ferait des statistiques intéressantes, et ça amènerait nos amis les hommes à se poser des questions, dont certains sont mes amis et se posent déjà des questions. Mais pour en revenir à la question précise, parce qu'il faut aussi, y compris quand on est un peu caustique, avoir un peu d'humour, sinon la vie est à peu près impossible ensemble, c'est aussi de se dire que oui, il y a des textes que j'ai envie de publier, d'autres pas. Alors pas de glapissement, c'est la censure, mais non, en France on publie Mein Kampf, vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème, on peut tout lire et à peu près tout dire dans ce pays, contrairement aux sottises qu'on entend. Et on en dit, et on peut en dire beaucoup plus que dans ma prime jeunesse. En fait, on a gagné une telle liberté qu'on peut dire n'importe quelle saloperie à peu près sans grand risque. Il y a quelques sujets à éviter, mais globalement, il n'y en a quasi pas. Tous les jours, sur les écrans, les réseaux sociaux, la haine des femmes, la haine des personnes racisées, la haine des LGBT, elle s'étale. Et il y a peu de sanctions. Quand on veut, on en interpelle et puis on les condamne. Il suffit de vouloir. Donc, quand on est confronté à tous ces problèmes-là, on sait qu'il y a des textes qu'on n'a pas envie de publier. Je donne un exemple. J'ai plus le nom, mais certains d'entre vous, je suis sûr, connaissent. Puis j'ai pas envie de me rappeler du nom. Il y a un auteur américain qui était un universitaire, donc on ne peut pas dire que c'est par sottise, qui a fait une série de fantasy de plusieurs dizaines de volumes sur une planète étrangère, de la science-fiction, où les femmes avaient un statut d'esclave. Gore, ça y est, je me rappelle, c'était Gore. Et je me suis posé la question, tiens, il y a longtemps que ça n'a pas été réédité, ça se vendait très très bien en France. Beaucoup de garçons adoraient. Et je me suis dit, on pourrait peut-être vendre ça, c'est une belle série, on fait une intégrale, j'aime bien faire ce genre de choses. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je suis sûr que ça marcherait, on trouverait un lectorat. On pourrait même, pour se justifier, faire un appareil critique. J'ai pas envie. Finalement, le temps qui me reste à vivre, j'ai envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire publier, non pas des textes gnangnans, des textes positifs, des textes sans critique, pas que des textes de femmes d'ailleurs, pas que des textes LGBT, mais des textes intéressants qui ouvrent le monde et nous font réfléchir. C'est peut-être ça, comme éditrice, j'ai envie de faire. Et quand dans la collection de science-fiction, je dirige aux éditions Scrinéo, je publie Florian Soulas,
le prix Utopial 2022, c'est parce qu'elle se pose des questions dans son travail d'autrice. Quand je publie Pierre Bordage, bien sûr, c'est parce qu'il est bourré de talent et puis que Pierre, ça marche bien, à juste titre, et que donc c'est intéressant pour la directrice de collection, mais aussi parce que je sais que cet auteur mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans est à l'écoute. Et que quand je vais lui demander sur un personnage féminin, franchement, la scène de séduction telle que tu l'as décrite, est-ce que vraiment... Eh bien, il va écouter, il va réfléchir, il va revenir vers moi, et il va, non pas parce que je vais le censurer, il est totalement libre dans ma collection. Jamais j'ai censuré un auteur ou une autrice. Mais la réflexion qu'on a ensemble, elle fait réfléchir, je pense, c'est en tout cas le rôle de Dircol tel que je le conçois, et j'en resterai là, c'est justement peut-être d'ouvrir à tous l'échange entre des gens différents qui vont donc nous amener à retravailler, à réécrire. On l'a fait pour moi, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas pour d'autres. Et je pense que c'est aussi ça. Publier des textes, on les pousse un peu plus, on fait réfléchir, on ouvre des portes. Et c'est valable, il y a même des hommes qui sont prêts à ouvrir des portes, à réfléchir et à prendre du recul par rapport à leur statut de dominant. La preuve, ils ont le numéro 1 en sécu et les femmes ont le 2. C'est déjà un signe. Merci Stéphanie. Merci. Ça, c'est bien d'avoir des hommes qui comprennent les choses, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il y a aussi la grande majorité de ceux qui ne comprennent pas. Et il y a ce qu'on appelle, j'ai préparé quelques questions, mais je ne sais pas si ce sera affiché. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le backlash. Alors, on est là pour parler des droits sociaux, d'accord? Mais en particulier, au cœur de ces droits sociaux, il y a la question du droit des femmes, et qui est centrale, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de droits sociaux sans parler de droits des femmes. Ça me paraît complètement indissociable. Et ce backlash, on le sent venir aussi. On sent quand même si tu disais, Marie, dans une table ronde précédente, que la violence dans nos sociétés est quand même bien moindre que la violence qu'on a connue dans le passé, dans toutes les sociétés humaines. Il faut sortir de ce cliché qu'on est dans une société de plus en plus violente. C'est pas vrai. Malgré tout, on a ce système de choc en retour, de retour réflexe qui veut abattre les droits. Alors, il y a deux façons d'abattre les droits sociaux. Soit on montre que ces droits sociaux sont le fruit d'une idéologie agressive et qu'on veut dénoncer. Donc, on dit en fait, oui, voilà, c'est une façon de prendre les droits sociaux et d'en faire un outil idéologique, ce qui est une façon de les discréditer. Et malheureusement, dans le débat, y compris à l'université, dans le débat public, ça arrive souvent. Soit on va dire que les droits sociaux, ça coûte trop d'argent à la société, alors c'est trop compliqué, c'est de l'assistanat, enfin bref, on entend des absurdités. Face à ce backlash, à ce retour réflexe, vous, toutes les quatre, comment combattre, on a déjà parlé, mais concrètement, qu'est-ce qui devrait être la cible première? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devrait défendre en premier? Qu'est-ce qui serait, pour vous, dans vos environnements particulier en tant qu'autrice, en tant que historienne, quel serait l'élément des droits sociaux sur lequel vous appuieriez en premier pour essayer de le défendre, je vais dire un mot qui est peut-être un peu maladroit, de le sanctuariser, de faire en sorte que jamais plus, alors évidemment l'abolition de la peine de mort, bien sûr, évidemment, mais sur lequel, d'après vous, il faudrait appuyer, qui pourrait servir, moi c'est ça que je cherche quand j'enseigne aussi, de points de liaison avec tous les autres. Sur quoi vous appuieriez en premier? C'est une question très difficile, évidemment, mais parce que je ne veux pas choisir, il y a trop qui sont importantes, mais quand je pense à un monde que je veux voir, je pense à la solidarité sociale. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses en même temps. On peut combattre les attaques contre les gens racisés, contre les femmes, on peut combattre pour les droits économiques, on peut faire toutes sortes de choses si on voit la société comme, c'est pas un monde compétitif, mais que nous sommes ensemble. Il faut avoir un sentiment de solidarité parce que tout le monde profite si on a un monde comme ça. Avant, quand vous avez commencé la question de
avec le backlash, j'ai pensé plutôt comment faire, comment éviter ça. J'ai pensé à l'éducation publique. Ça, c'est quelque chose de très important pour rester avec les droits gagnés. Merci. Allez-y, Marie. Je pense qu'on est quand même face à... Il y a un moment de rupture qui se produit lié au changement climatique et il y a on voit des mouvements géopolitiques intenses là qui sont en train de se durcir, qui sont revenus sur le continent européen, ceux dont on pensait, nous, notre génération, bon, il y a eu la Serbie, tout ça, mais on pensait quand même pas, voilà, et ça ne fait qu'augmenter. On peut penser aux États-Unis avec Donald Trump, on peut penser, j'ai pas de nouvelles du Brésil là, voilà, ce qui se passe aujourd'hui est très très important. Donc le backlash, c'est tout ça. On est en train effectivement de tendre vers un durcissement réactionnaire conséquent. Moi, je suis une femme de plus de 45 ans et je pense que dorénavant, au-delà de mon combat de terrain associatif ou dans mes livres, c'est d'essayer de transmettre le peu de choses que j'ai apprises ou sur lesquelles j'ai réfléchi, sans les imposer, mais qui, je crois, enfin, j'ai ce peu de modestie de croire que ce sont des principes humanistes généraux. Donc on parlait effectivement de l'abolition universelle, on peut parler, oui, du droit à chacun par rapport à son corps, c'est des libertés fondamentales, tout ça, qui nous concerne tous et toutes, et une réflexion donc là, personnelle, que j'ai développée au cours des décennies précédentes autour de la notion de justice. Qu'est-ce qui est la justice? Qu'est-ce qui n'est pas la justice? Et je dirais qu'il va falloir être plus que vis-à-vis des pulsions de vengeance, d'en vouloir à l'autre. C'est-à-dire que parce que là, avec le réchauffement climatique et tout, les matières premières vont venir à manquer. C'est-à-dire, je veux dire, l'eau va manquer en France. Un truc fou, quoi. Enfin, les gens de ma génération, c'est vraiment une rupture mentale, hein, par rapport à ça. On a beaucoup de mal à l'imaginer. Donc oui, il va falloir être solidaire, partager, arrêter de s'en vouloir, prendre du recul et vraiment s'émanciper collectivement des réflexions institutionnelles. Je ne suis pas contre les institutions, hein, mais des réflexions institutionnelles un peu obsolètes, un peu vieillissantes, pour un partage le plus égalitaire possible. Et comme tu disais, Morgane, quel que soit le genre, le sexe, la couleur de peau, etc. Moi, je suis contre les frontières, hein, je suis pour l'abolition des frontières. Tout ça n'a pas trop de sens pour moi. Donc voilà, ce serait mon nœud, c'est toujours la justice, mais de cette façon-là. D'accord, merci beaucoup. Morgane ou Stéphanie, enfin. Comme tu veux. Il n'y a pas de... Moi, je dirais que il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre avec le phénomène de backlash. C'est qu'en fait, il commence au moment où on arrête de lutter ensemble. C'est pour ça que quand j'ai vu ta question, qui doit reculer en premier, sur quel point on peut lâcher, quoi, en fait, il n'y en a pas. Et c'est important de comprendre qu'il n'y en ait pas. Parce que c'est simple, c'est toujours plus ou moins dans le même ordre. En général, on commence par taper sur les trans et les handicapés. Ensuite, on s'en prend aux gays et aux lesbiennes. Ensuite, on s'en prend aux femmes. Et les personnes racisées, de toute façon, arrivent forcément à un moment donné dans le décor, qu'elles soient là ou pas. De toute façon, elles se prendront la même chose, en pire, parce qu'elles sont racisées. Voilà, c'est toujours... Et en fait, c'est pour ça que le phénomène de backlash, il part toujours du même endroit. Il part au moment où une catégorie, en fait... qui devrait pas être dans ce camp-là, se fait plus ou moins récupérer par le camp dominant en disant mais si, mais regardez, nous on vous offre des trucs cool. Hein, je ne dirai rien au sujet d'un certain nombre de mouvements. Ah non, maintenant c'est bon, elles se disent plus féministes, c'est bien. Voilà. Mais en fait, pas se rendre compte que c'est la même lutte, c'est-à-dire que toujours les gens qui ont du pouvoir, ils attaqueront toujours en retournant les moins faibles vers les plus faibles, parce que les moins faibles, ils ont quelque chose à perdre. Et en fait, le backlash, il commence toujours là. C'est toujours là qu'il commence, où qu'on le prenne.
Et en fait, j'aime pas du tout qu'on parle de minorité. Parce qu'un jour, il y avait quelqu'un qui m'énervait sur Twitter. Alors j'ai fait un calcul. Alors je vous présente... Oui, non, mais ce jour-là, il m'a vraiment énervé. Non, mais je suis quelqu'un de très dur à énerver, en vrai. Du coup, j'ai fait un calcul simple que je vais vous livrer. Voilà, donc, l'humanité est globalement composée de 49,5% d'hommes, voilà, ou de personnes assignées comme telles à la naissance, toujours, et de 49,5% de femmes ou personnes assignées comme telles à la naissance, plus 1% d'intersexes qu'on oublie tout le temps, hein, alors que c'est des gens qui subissent de la torture dès parfois la naissance. On pourrait peut-être ne pas oublier ce détail. Et en fait, ok, donc déjà, il faudrait arrêter de dire que les hommes blancs cis het, c'est la moitié de l'humanité, parce que déjà, de facto, ils sont que 49,5%. Maintenant, on enlève de là les personnes qui ne sont pas des blancs. Voilà. Donc là, déjà, même en étant sympa, il faut encore retirer, on va dire, les 2/3 de ces 49,5%. Donc on va être sympa, on va laisser 15%, histoire de faire des arrondis. Et là, j'ai pas encore viré les gays, les handicapés, les bi, les personnes neuroatypiques et les personnes grosses, parce que du coup, en général, elles se prennent aussi pas mal de... Mais attendez, il reste quoi là? C'est quoi cette majorité? On n'est pas la minorité, on est la majorité. On est la majorité. Et en fait, la seule raison pour laquelle c'est pas encore tombé tout ça, c'est parce qu'en fait, ils s'amusent à nous diviser entre nous. Tout le temps. En fait. À nous dire, mais regarde, lui, il est plus opprimé que toi. Donc du coup, voilà. Et en fait, pour moi, si on veut ces phénomènes de backlash, si on veut vraiment faire une vraie avancée sociale, il faut détricoter le système. Et il faut redonner sa dignité humaine à toutes les personnes humaines, en fait. Absolument. Voilà, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas acquis... on rêve d'une humanité. En fait, l'humain se rêve humain. Mais on n'est pas humain. On passe notre temps à être inhumain. Je vous jure qu'on passe notre temps à être inhumain. À nier l'humanité des autres en face. Et en fait, l'inhumanité, elle commence quand on nie l'humanité de l'autre personne en face. Et pour moi, on se prétend humanité et on ne l'est pas. Et du coup, ce qu'il faut, c'est détricoter le système, reconsidérer l'autre comme une personne, et à partir de là, on pourra avancer à quelque chose, en fait. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, on reviendra toujours sur le cycle du backlash, en fait. Parce qu'on ne sera pas capable de voir l'autre comme une personne. On la considérera simplement comme un inférieur, un supérieur ou un égal. Merci beaucoup, bravo. Ces phénomènes-là ne sont pas nouveaux et ils surgissent aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Morgane, mais j'ajouterais qu'ils surgissent aussi dans des périodes paradoxalement où on avance. Quand j'avais une vingtaine d'années, il y a un certain temps, valait mieux pas dire qu'on était gay ou lesbienne publiquement, hein, en France. Aujourd'hui, la moitié seulement des personnes LGBT le cachent au boulot. Ça peut paraître énorme, hein. Mais il y a l'autre moitié qui ne s'en cache pas, qu'on ne fait pas une affaire d'État, mais on le sait, et puis voilà. Moi, je sais pas, dans mon milieu professionnel, certes plus ouvert sans doute que certains autres, quand je parle de mon week-end, je dis avec ma copine, ma compagne, peu importe. Naturellement, mais je ne vais pas faire un coming out en disant je suis lesbienne, peu importe. Mais voilà, je ne cache rien, je n'affiche rien, je suis comme je suis, je vis comme je veux, voilà. Je suis relativement peu menacé, agressé, si je tiens la main de ma copine un peu plus déjà, dans la rue. Donc je ne le fais pas. C'est un risque pour moi et pour elle. Et puis comme on n'a pas de port d'armes en France autorisé, je ne peux pas être armée, donc je suis prudente. Non mais, dans certains États américains, et je suis contre la violence, je suis contre le port d'armes, etc. Mais comme lesbienne, parce que j'aimerais tenir la main de ma copine, j'aurais probablement mon Glock glissé là, puisque j'aurais le droit de le faire, et qu'il ne faudrait pas m'emmerder quand je suis en couple dans la rue, parce que là, j'aurais le droit américain, etc. Mais il y a beaucoup d'autres droits que je n'aurais pas en échange, et voilà, j'ai pas envie de vivre aux États-Unis. Mais c'est une façon un peu ironique de dire qu'on a aussi le droit d'être en colère. Même si on est plutôt urbaine, courtoise, aimable, et que je travaille avec plein de gens différents, de temps en temps, on a le droit de dire que c'est en fait inacceptable et inadmissible. Et en fait, la violence qui s'exprime contre les minorités, c'est aussi parce que les choses avancent. Quand est-ce qu'il y a une violence incroyable aux États-Unis à la fin des années 50, au début des années 60, lorsque les Afro-Américains ont réclamé, avec Martin Luther King et bien d'autres, je pense à Bayard Ruskin, pour ceux qui connaissent, qui était à la fois noir et gay, est un proche de Martin Luther King, eh bien,
En Alabama, on a fait sauter des églises, on a assassiné des militants noirs en majorité, quelques blancs qui étaient solidaires. C'est le Mississippi Burning pour ceux qui l'ont vu. Voilà, c'est-à-dire c'est la réaction. Et de la même façon, on n'a jamais vu autant de déchaînement de haine anti-LGBT en France qu'au moment où le mariage a été acquis ou en cours d'acquisition pour nos compatriotes gays et lesbiennes. La réaction de ceux qui trouvent intolérable que les autres aient les mêmes droits qu'eux. En fait, ils sont contre liberté, égalité, fraternité. Ils en parlent tous les jours chez les élites et certaines couches populaires. Ils vous en parlent tous les jours, mais en fait, ils sont contre. Ils sont contre l'égalité dite républicaine. D'ailleurs, quand ça a commencé en 89, c'était les hommes qui avaient des droits, pas les femmes. Pas les femmes. On oublie de dire que la République française, qui compris certains progressistes, pour qui j'ai parfois pu voter comme d'autres, nous rappelle la grande Révolution française. C'est vrai en partie, mais juste en partie. C'est pas vrai pour les femmes. Et c'est quand même la moitié des citoyennes de l'époque, et pourtant elles ont joué un rôle dans la Révolution française. Donc le backlash, c'est ça. C'est une contre-offensive, parce que nos droits ont avancé. Pourquoi il y a une bataille pour supprimer l'IVG ? C'est parce que l'IVG, qui n'était autorisée de nulle part, a progressivement été de plus en plus autorisée dans plein de pays. Pas tous les pays, loin de là, mais plein de pays. Les droits des LGBT, c'est pareil. Donc c'est cette tentative de retour en arrière de gens qui sont en train qui ont vu un certain nombre d'égalités en fait arriver. Le fait qu'aujourd'hui, on voit à la télévision, on commence à voir dans le milieu de l'imaginaire, eh bien, des hommes et des femmes noirs, nos compatriotes arabes, etc., qui commencent, même si ce n'est pas encore pour tous, gagner des positions de responsabilité juste parce qu'ils sont talentueux comme les autres. Et à partir de ce moment-là, ça provoque la rage de ceux qui perdent ce qu'on appelle des privilèges. Alors, j'aime pas trop le terme, mais je le comprends. Parce que quand vous êtes un homme blanc hétérosexuel, vous avez plein d'avantages dont, y compris, vous n'êtes pas conscient. Je conseille aux hommes hétérosexuels blancs de faire une transition de genre, par exemple. Ça va vous apprendre plein de choses, vous allez découvrir à quel point vous perdez en devenant une femme. Si vous faites ça un jour, ça sera une sidération qui va vous prendre. Peut-être que vous serez mieux dans votre peau pour ceux qui ont envie de faire une transition, mais je vous jure que vous allez beaucoup perdre sur le plan de l'égalité. Ça sera une sidération. Et je crois que c'est ça, ces questions-là. Ouais. C'est comment on fait pour que ça bouge, en sachant que c'est un combat long, perpétuel, on n'en verra jamais l'aboutissement, parce que les êtres humains étant ce qu'ils sont, et les systèmes étant ce qu'ils sont, et c'est là-dessus que je conclurai cette prise de parole un peu trop longue, mais ça, justement, j'ai été habitué à être un peu trop bavarde, c'est pour ça que je parle souvent la dernière, parce que il faut que j'apprenne encore. Parce que spontanément, quand on est un garçon, on apprend à prendre la parole, à dominer la parole. Quand on est une femme, on apprend à s'effacer, on apprend... Alors, ça peut être sympa, mais il faut que tout le monde apprenne à s'effacer de temps en temps, c'est ce que je vais faire. Bravo, bravo Stéphanie. Je suis juste, je voudrais pas trop parler, mais je suis d'accord avec cet état de sidération, en fait. Et la science-fiction, elle est là pour donner aussi de la sidération, donc c'est notre rôle aussi. Et il y a deux choses, moi, qui me marquent beaucoup, parce qu'avec les étudiants d'un DU qui s'appelle le DU de lutte contre les violences faites aux femmes, que j'anime, mais dans lequel je n'enseigne pas, parce que je ne suis pas suffisamment préparé sur ces questions-là, donc je fais enseigner les gens compétents, mais je me contente de l'organiser, c'est tout, et d'être en retrait. On a exactement ça, c'est-à-dire, le backlash ne vient que parce que les choses sont en train de changer. Donc quand vous voyez le backlash, c'est parce que les choses s'améliorent, parce que l'égalité se conquiert, parce que les choses avancent. Et donc c'est comme ça qu'il faut le penser. Et deux, comme tu l'as dit Morgane, s'il n'y a pas un front uni, et si les engagements se laissent diviser entre les moins faibles et les plus faibles, exactement comme tu l'as dit, sans même parler d'intersectionnalité, on est face à l'échec possible de tout ce qui est en train de changer. Et il y a des forces dans la société qui veulent cet échec. Qui le veulent parce que c'est toujours plus confortable de ne pas changer. C'est toujours inconfortable de changer. On se met en situation de sidération. Et la sidération, ça fait peur. Et donc, effectivement, alors, finalement, en vous écoutant toutes les quatre, on est en train de décrire presque une nouvelle forme d'utopie. Alors, je ne sais pas, ce serait même une utopie, puisqu'on cherche un bonheur de tous et de toutes. Une utopie de l'égalité. Moi, en tant que juriste, la notion de l'égalité, elle est fondamentale. Et on l'a jamais, cette égalité. Tu disais dignité. Le droit a défini la dignité depuis longtemps. On le sait très bien, mais la dignité, elle est où ? Il
il y a beaucoup de choses encore très, très indignes. Donc, est-ce que vous avez conscience qu'on est en train de décrire peut-être ce qui est une utopie dont on aimerait bien qu'elle se réalise? Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que c'est une utopie qui va être en train... Enfin, moi, je veux y croire, hein, je veux y croire quand même, mais je pense que cette unité, elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle. Et du coup, bah, c'est émouvant, quoi. Moi, je suis très ému. Alors, bon, j'avais d'autres questions, mais on va peut-être donner la parole au public qui voudrait rebondir et peut-être pas simplement poser des questions, mais ajouter des commentaires et des ressentis aussi sur ce combat qui est en train d'être gagné, mais qui est loin d'être fini. Allez-y. Alors, je ne vois pas trop bien parce qu'on ne voit pas la salle. Je vois une main ici, là, au premier rang, voilà. Si le micro arrive. Bonjour, je vous remercie énormément pour ces interventions. J'avais quelque chose qui me passait très souvent par l'esprit quand on parle de sujets en termes de justice sociale, c'est de voir qu'il y a des gros manques de logique et de sagesse de la part de l'humanité de façon générale. Par exemple, face au changement climatique, là où on devrait au contraire s'unir et travailler ensemble, on voit au contraire la montée d'un individualisme qui s'apparente à du fascisme, et on voit ça dans beaucoup de pays. Et pour des gens qui, au contraire, veulent plus de coopération, c'est très facile de perdre espoir, de complètement se décourager. Et je me demandais, vous qui avez tous des engagements militants, comment vous trouvez l'espoir et le courage, et surtout comment vous le transmettez à d'autres? Allez-y. Bravo. C'est une très belle question. Je vais juste parler un peu j'étais avocate aux États-Unis. J'ai travaillé pour les services légaux comme aide juridique pour aider les gens qui étaient en train d'être évincés de leur logement. Et quand j'ai décidé d'aller à Montréal pour habiter là-bas comme immigrant en 2004, c'était parce que j'étais un peu... je n'ai pas eu beaucoup d'espoir à ce moment-là dans l'histoire de mon pays d'origine. Et parfois, pour trouver l'espoir, c'est important peut-être de changer quelque chose, d'avoir une autre... c'est pas façon de combattre les choses. Je travaille à Montréal un peu comme j'ai fait à New York pour les droits sociaux. Et quand on travaille avec les gens qui sont opprimés, marginalisés, parfois il y a beaucoup d'espoir aussi parce qu'on voit à quel point ils sont forts et résilients. Et on a les petites victoire, et c'est important de peut-être parfois d'avoir les attentes un peu plus bas pour avoir les victoires. Mais une autre chose, et ça c'est lié avec les science-fiction, j'ai devenu écrivaine, auteurice, et c'est une façon de partager une vision du monde qui est différente. On peut utiliser la science-fiction dans beaucoup de différentes façons. On peut montrer une dystopie pour exagérer les mal, pour juste sonner une alarme. On peut aussi montrer une société qui est meilleure. Ce que j'ai fait les deux dans mon premier roman. Dans mon premier roman, Montréal était déclarée une ville sanctuaire qui est devenue un peu la vérité. Un an plus tard, c'était déclaré comme ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. On a beaucoup de travail à faire. Mais je crois que parfois, les gens comprennent les choses mieux dans les histoires plutôt qu'avec les faits, avec les nouvelles, mais l'histoire qui montre une différente façon à vivre. Et moi, personnellement, je prends beaucoup d'espoir de les histoires que je vois, parce que si c'est dans nos imaginations, on peut faire réel.
ce qu'on pense, et les autres aussi qui lisent nos choses. Et la science-fiction peut aller beaucoup plus rapidement que la vie actuelle, et c'est notre rôle, je crois, de penser à meilleures choses et de montrer comment y arriver. Pour l'espoir, alors moi c'est quelque chose, je reviens toujours à ça, hein, qui est très porté par ma lutte en fait. Les personnes qui militent pour l'abolition universelle de la peine de mort sont des personnes qui aiment avant tout la vie. Et tant que, je dirais, sans mauvais jeu de mots, que le couperet n'est pas tombé, on y croit. Des fois il tombe, moi je suis des exécutions, c'est très très violent. Mais jusqu'à la dernière minute, il est possible qu'il se passe quelque chose. Et donc, et comme les exécutions, il y en a malheureusement tous les jours dans le monde, et ben même quand le couperet est tombé pour quelqu'un, on a le temps du deuil, du chagrin, etc. Mais on se relance sur l'autre, etc. Donc on est comme ça dans une forme de cercle et puis la cause avance, en plus réellement la cause avance. Au-delà de ça, je milite aussi avec des camarades, j'ai monté un mouvement, un collectif qui s'appelle Urgence Afghane, donc qui est né il y a 1 an, au 15 août, suite à la chute de Taboul. Ça m'a aussi beaucoup appris parce que je sais, quand on parlait de privilèges ou de non-privilèges, c'est vrai que c'est pas un terme, moi non plus, que j'aime beaucoup, mais il n'empêche que je suis une femme blanche hétérosexuelle, issue de la classe moyenne et qui a un métier plutôt sympa et tout, et public. Quand on se retrouve effectivement au milieu des Afghans ou des Afghanes qui n'ont plus rien, qui ont dû tout quitter, parce que sinon ils allaient mourir, en fait, de façon très violente, et la joie vraiment des personnes, ouais, ça donne énormément. Donc j'ai envie de dire, militez, trouvez votre cause, voilà, soyez solidaires. Enfin, c'est vraiment ça qui permet d'avancer. Et puis plus on sera nombreux, on ne s'intéresse pas forcément tous et toutes aux mêmes choses, mais en tout cas on peut tous trouver un axe et un biais d'intérêt. Et une dernière chose aussi, il faut absolument écraser les égos dans les luttes militantes, car c'est vraiment ce qui les pourrit, et ça c'est dramatique par contre, voilà. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait quand on a perdu l'espoir, il y a toujours celui des autres. C'est une jolie chanson qui dit ça. D'abord, il ne faut pas vieillir en devenant aigri. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste. Moi, des fois, je vois des gens de ma génération qui sont aigris et je trouve ça abominable. Je pense qu'on marque des points quand on se bat. D'abord, qu'est-ce que serait le monde si on ne s'était jamais battus les uns les autres ? Si on n'avait jamais signé une pétition, si on n'avait jamais manifesté, si on n'avait jamais fait grève, si on n'avait jamais été syndiqué, si on n'avait jamais fait la fête, ne serait-ce que ça, à la marche des fiertés LGBT, si on n'était pas venu avec ses copains et ses copines, parce que moi je vois, quand j'ai commencé à militer dans le mouvement LGBT, vous l'aviez compris je pense, j'ai milité dans ma jeunesse, mais dans un autre rôle, au mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. C'est là que j'ai découvert ce qu'était le mouvement féministe. Quelques mauvais côtés, les féministes qui ne sont pas intersectionnelles, celles qui sont sectaires, celles qui sont transphobes, il y en a, qui crient que la communauté transgenre est au service du patriarcat, alors que quand vous voyez la dégringolade sociale que c'est d'assumer son genre, c'est une absurdité, c'est une vision complotiste. Mais évidemment, ces féministes-là sont des essentialistes. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'une femme, c'est avant tout un ventre, un utérus, c'est ce qu'elles disent. Les féministes, comme elles disent, c'est abominable comme terme. Enfin, faut vraiment... Bon, voilà. Mais la majorité des femmes qui se sont battues, moi, ce qui m'a sidéré, surtout ces 15-20 dernières années, puisque j'ai découvert pas mal de choses, comme vous l'avez compris. Vous avez compris que j'étais transgenre, que je n'ai pas toujours été une fille, et que je sais ce que j'ai perdu. Je sais ce que j'ai gagné. Un peu plus de sérénité, des belles rencontres, de l'ouverture, de comprendre ce qu'était d'être discriminé, parce que j'avais jamais compris ça. Je le savais théoriquement. Mais le vivre soi-même, quand vous n'avez pas été habitué la première fois qu'en pleine journée, dans la gare de votre ville, parce que vous avez juste des talons de 5 cm et une jupe, vous avez la cinquantaine, et il y a un mec, un type, je ne sais pas comment le qualifier, qui se permet de vous siffler. Bon, évidemment, quand on a été éduqué comme je l'ai été, j'ai juste eu envie de lui casser la figure, mais quand même... C'est une sidération. Et donc, on peut accepter ça, baisser la tête et tout,
j'ai de la chance sur ça, j'ai été plutôt bien éduqué. Je viens d'une famille issue de la résistance de 40, pas celle de 44 et demi. Et donc, évidemment, il y en avait moins, il y en avait beaucoup moins. Mais bon, vaut mieux encore s'engager en 44 que jamais pendant cette période-là. C'est jamais trop tard. Je connais des homophobes qui sont aujourd'hui dans la communauté LGBT parce qu'ils étaient tellement terrorisés de découvrir leur propre homosexualité que d'autres la découvrent, qu'ils ont parfois agressé des LGBT, on en connaît. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Il faut comprendre ce que c'est d'être opprimé. De la colère et de la peur qui vous prend. Je peux vous dire que quand on découvre comment on va être traité, surtout si on n'a pas été habitué, les femmes, quand elles sont nées comme ça, elles ont été habituées. C'est terrible ce que je dis. Elles ont été habituées toutes petites. La plus féministe des femmes tolère des choses qu'une personne qui n'a pas été habituée, militante transgenre, elle ne supporte pas. Parce que, alors après, évidemment, on vous traite d'hystérique, finalement, bienvenue au club. J'étais très flatté la première fois qu'un mec m'a traité d'hystérique, qui ne connaissait pas mon parcours, c'est très drôle. Bon, j'ai réagi assez fortement, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que la colère, la combativité, tout ça, ça s'acquiert. C'est pas donné en naissant. Le caractère se forge par les rencontres, par la façon de réagir à la vie, et par les mains que les autres vous tendent. J'ai eu un déclin social, peut-être, à un certain moment de ma vie, parce que j'ai fait des choix, pas d'être ce que j'étais, mais de le vivre. Mais en revanche, ça m'a appris plein de belles rencontres, y compris quand je suis ami avec des hommes, j'ai bien compris qu'en plus j'étais lesbienne. Quand je suis ami avec des hommes, c'est vraiment que je suis ami avec des hommes. Et que je sais que c'est pas parce qu'ils sont des hommes, c'est parce que... Et oui, ça existe, ce sont aussi des êtres humains, certains d'entre eux. Pas tous, clairement. Probablement, beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Mais, oui, c'est pas une malédiction de naître homme. Je suis sûr qu'avec une autre éducation, une autre société, en avançant, beaucoup d'entre eux deviendront des êtres humains à part entière. L'espoir nous est permis. Du coup, cette fois, c'est moi qui conclue, apparemment. Moi, l'espoir, pour moi, c'est une posture choisie, en fait. L'espoir et la bienveillance, chez moi, sont des postures choisies. C'est-à-dire que je suis partie du principe que j'ai une voix qui a la chance de porter plus fort que celle d'autres. Et que si moi, je ne porte pas la voix de l'espoir, ça fait une voix de moins pour l'espoir, mais une voix bruyante. Mon deuxième boulot, c'est musicienne professionnelle. Voilà, je vais me produire en concert normalement dans cette salle au mois de décembre par exemple, et donc ma voix à moi, elle porte loin. Elle porte loin parce que je me suis battue pour avoir un métier dont la voix porte. Bon, ok, je fais de la harpe celtique, c'est pas forcément le milieu. Voilà, si je faisais du rock ou du rap, peut-être ça porterait encore plus loin, mais j'y arrive pas. Donc je fais de la musique celtique, et en fait, je fais partie de ces gens qui ont dit, je peux le faire. Et si je le fais pas, ce sera une voix qui manquera. Ce sera une voix qui manquera dans la chanson de l'univers, parce que j'ai la chance d'avoir une voix qui porte plus loin que celle de d'autres personnes. Et donc du coup, chez moi, l'espoir et la bienveillance, elles sont choisies et elles restent là comme pierre angulaire, parce qu'à l'instant où je les perds, je cesse d'avoir la place que je me suis choisie dans ce monde. Et j'ai suffisamment galéré à l'acquérir pour pas avoir envie de la perdre. Bravo. On a le temps encore pour d'autres questions. Oui. Enfin, je crois que c'est devant, c'est ça? Oui. Je vois pas très bien en fait. On voit pas. Cette salle, elle est super, mais on voit pas très. Ah, voilà, monsieur, pardon. Ok. Bonsoir. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une contribution au message d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a souvent tendance à perdre espoir, et on a souvent tendance aussi à utiliser le mot utopie comme une sorte de sens interdit. Alors qu'en fait, il ne faut pas, parce que les utopies, c'est beau, c'est pas forcément ligne atteignable, c'est ce qui n'existe pas encore. Il y a une grande conférence de syndicats qui s'appelle les utopiques. Donc du coup, voilà, c'est pas un gros mot. Et moi, à chaque fois qu'on m'envoie le mot utopie
quand je formule une envie pour le monde, j'ai deux réponses qui viennent en tête. L'une qui est issue de la science-fiction, c'est une scène de Contact où Jodie Foster explique que non, ce n'est pas de la folie que d'imaginer son projet, parce que vous savez ce qui est de la folie, c'est aussi de voir un objet plus lourd que l'air qui vole et qui porte des hommes. Vous savez ce qui est de la folie, c'est aussi d'aller sur la Lune, et ce sont que des choses qui sont réalisées. Et donc vous savez ce qu'est la folie, c'est un beau jour on aura notre monde meilleur. Et la deuxième réponse, c'est une réponse qui est issue de la chanson Imagine de John Lennon. Alors je vais le dire en français. Donc quand il dit You may say I'm a dreamer, donc tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et du coup, ne serait-ce que ça, c'est déjà une réponse aux utopies. Et j'espère qu'un jour tu nous rejoindras et enfin le monde sera uni. C'est ce que dit la chanson de Imagine. Et j'imagine ce monde meilleur. Et du coup, c'est la réponse à donner à tous ceux qui nous traitent d'utopistes. Oui, je suis un utopiste. Et j'espère qu'on est tous ici. Merci. Ok, on a... Allez, jamais 203. On a encore le temps pour un commentaire ou une question. Allez-y. Bon, je lance une question qui peut-être aura pas vraiment une réponse claire, mais c'est vrai que moi, ce que j'arrive jamais à comprendre, c'est pourquoi. D'où ça vient, et là, alors je sais pas si la réponse peut être sociologique ou plutôt historique, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y ait ces relations de domination ? Pourquoi ? Est-ce que ça remonte aussi loin ? Enfin, on peut analyser l'histoire, remonter à la vision d'Aristote qui a imprégné les religions monothéistes. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ça ? Pourquoi ça a été ça ? Excuse-moi Morgane, juste le tout petit point. En fait, c'est avant même Aristote. On considère qu'à partir du moment où on a arrêté le nomadisme, on a élevé les animaux et on s'est lancé dans l'agriculture, on a commencé à merder. Voilà. Grosso modo, je caricature, mais c'est ça. Ça remonte à moins de 10 000 ans, quoi, même plus, moins 10, moins 30 000 ans. Enfin, c'est très, très, très ancien. Voilà. Ok. C'était un peu la même chose que j'allais dire parce que l'hubris, c'est parce que la possession. Voilà. Parce que de fait, les chasseurs-cueilleurs, ils fabriquaient ce dont ils avaient besoin, et quand c'était cassé, ils le jetaient, ils en refaisaient un, mais c'était pas fondamental. Et de fait, le premier recul des droits des femmes, c'est la sédentarisation, en fait. Le premier recul d'une partie de l'humanité, le premier recul social d'une partie de l'humanité, c'est la sédentarisation des peuples nomades. En fait, voilà. On est d'accord. Voilà. Et l'hubris, c'est l'ivresse du pouvoir. Mais en fait, c'est issu de cette sensation de posséder le monde et de posséder les gens. Mais les gens, c'est des gens, c'est pas des possessions. Je crois oui, c'est le contrôle et la possession. C'est aussi, dans un monde fini, le fait de s'emparer de ce qui appartient aux autres et de ne pas le partager. Et ça demande un effort sur nous d'être meilleurs. Mais je ne crois pas qu'on soit foncièrement mauvais de naissance. Je crois aussi que, à la fois, il y a des systèmes qui créent ça. C'est très bien ce que disait notre historienne, mais je pense qu'il y a aussi la coopération. Quand on parlait d'espoir, moi je vois, y compris dans mon milieu de travail, bien sûr, il y a des gens qui font ce qu'il faut pour s'emparer de votre poste, de votre responsabilité, bien sûr. Ça existe dans la vie. Partout, on constate ça. Des gens qui sont prêts à tout, avoir une toute petite promotion, souvent misérable, etc. Et puis il y a des gens qui ont un tel pouvoir, une telle possession, qui trouvent normal de prendre leur avion, de décoller de Londres Nord pour ensuite atterrir à Londres Sud, ce qui, du point de vue d'une personne standard, paraît, même s'il a de l'argent, hallucinant. Moi, je prends l'avion pour aller en Crète ou en Grèce, oui, je le reconnais, en vacances de temps en temps, mais ça ne me viendrait pas l'idée de le faire pour traverser une grande agglomération. Enfin, un peu de... Voilà, on connaît quand même la situation du climat, mais il y a aussi beaucoup de coopération. On voit bien, moi je travaille avec des gens dans ce milieu, certains depuis 20 ou 30 ans, et puis d'autres arrivent que je côtoie, et on est beaucoup à avoir des projets ensemble, de se tenir au courant, de relire nos textes. Enfin, l'espoir, c'est aussi ça, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de coopération entre nous, et qu'il y a plus de l'entraide que de se tirer la bourre, comme on dit familièrement. Donc oui, il y aura des hommes mauvais, dont certaines femmes, mais il y a aussi beaucoup de coopération. Choisissons plutôt la coopération et combattons sans état d'âme et avec fermeté les hommes mauvais, les quelques femmes qui les servent.
j'ai plus de mains pour applaudir, mais... Un dernier mot de Suji. Quelque chose de très petit. La première chose comme juriste, juste pour dire que les propriétés, c'est une invention légale. Et ça, c'est comme juriste, comme parent. Je veux juste dire que si vous regardez les bébés, les petites enfants, leur intuition, c'est de donner les choses aux autres. Ils toujours offrent leurs choses aux autres personnes. Donc, pour les gens qui disent non, nous sommes nés comme égoïstes, ce n'est pas vraiment le cas. Merci. Bien, malheureusement, le temps est écoulé. Je le vois là sur cet écran là qui me dit qu'il est temps de conclure. Donc, merci infiniment à toutes les quatre. Merci au public aussi. Ça a été une belle table ronde, je crois. Merci à vous.